Tout Smart. N'hésitez pas à envoyer vos messages et vos questions dans le chat. Pour ceux qui verront ce replay, vous pourrez aussi commenter la vidéo, puisqu'on la repartage ensuite sur nos réseaux. Alors, merci à tous et à toutes de regarder ce contenu. Aujourd'hui, on va parler avec Claire de l'amélioration d'un retour sur investissement sur des projets digitaux. L'objet de la discussion va durer une petite heure, peut-être un peu moins. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions en live sur le sujet. Avant de démarrer, est-ce que Claire, tu veux te présenter? Oui, du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Claire, du coup, je suis product manager. En 10 ans d'expérience, j'ai pu travailler sur de nombreuses problématiques digitales, donc notamment en agence de communication et également au sein d'un grand groupe. Et j'ai rejoint Tout Smart il y a 1 an et depuis, je gère de multiples projets digitaux. Donc au niveau d'application métier de nos clients pour répondre à leurs besoins et leurs process internes en automatisant tout ce qu'il est possible d'automatiser. Top, merci. Et du coup, moi, Cyril, vous pouvez peut-être croiser sur d'autres contenus de Tout Smart. J'ai un rôle d'accompagnement sur le cadrage des projets et d'animation aussi de nos conférences, nos contenus pour nos clients. On fait beaucoup, puisque Tout Smart, donc comme le disait Claire, on crée des applications métiers sur mesure. Et ça, aujourd'hui, on le fait avec des technos low-code, no-code, en schématisant le process dans un premier temps, identifiant les points qui peuvent être automatisés et en mettant en place des applications. On le fait avec des clients un peu partout en France et sur des thématiques plutôt industrie, groupement, réseau de franchise. En fait, dès qu'il y a besoin de digitaliser un process, vous pouvez nous contacter. Donc, je vous propose d'introduire ce sujet avec ce magnifique graphe que Stéphane se reconnaîtront. Et en fait, on va démarrer sur la définition du retour sur investissement, puisque forcément, quand on dit projets digitaux, on a une question qui va derrière, c'est le budget, est-ce que ça va nous rapporter? Donc ici, vous pouvez voir une courbe qu'on a un peu simplifiée volontairement pour que vous ayez une visibilité plus claire. Un projet digital, ça se fait en 2 temps. On a d'abord le coût d'investissement, qui est en fait le financier ou du temps qui est impacté sur le projet. Donc forcément, on est à perte dans un temps 1. Et en fait, une fois que le projet est en prod et en place, là, on va arriver sur le temps 2, qui est le gain. Et donc, sur un projet d'application métier, quand on automatise des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, ce gain, il peut se faire avec différents leviers. Ça peut être du gain de temps. Si on fait économiser une demi-journée sur une personne par semaine, si on fait un calcul assez simple, imaginons que cette personne coûte 500 € au jour, à l'entreprise, on va faire ce calcul. Donc, une demi-journée fois 4 semaines, ça nous fait 2 jours. Et donc, 2 jours fois 500, ça nous fait 1 000 €. Ce gain, ça, c'est un calcul assez simple. C'est toujours un peu plus complexe, mais en fait, on peut le calculer. Et ce qui est intéressant sur des projets digitaux, c'est de voir à quel moment le projet devient rentable. Est-ce que c'est des semaines, des mois, des années? Tout dépend bien sûr du coût initial du projet et surtout du sujet qu'on vient automatiser ou du retour sur investissement financier. Donc ça, c'était pour la petite définition en introduction. Et aujourd'hui, on a une grosse thématique, c'est qu'on a un chiffre agressif ici avec les projets numériques qui échouent. C'est une réalité, ça peut arriver, puisqu'un projet numérique implique aussi de l'humain, du temps, donc pas mal de variables qui sont des variables de risque. Et l'idée aujourd'hui, c'est de discuter de l'augmentation du ROI, qu'on a vu juste avant, de vos projets pour assurer leur succès. Et donc aujourd'hui, c'est ce que tu fais pour Tout Smart, pour nos clients. Et
Déjà, est-ce que pour présenter un peu ton métier, tu pourrais nous parler d'une orga de semaine classique chez un product manager? Voilà, est-ce qu'il y a des routines? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais? Ouais, bah du coup, effectivement, il y a une routine qu'on suit ici chez Smart, c'est que pour préparer du coup la semaine, on la prépare du coup le vendredi d'avant. Donc on planifie tous les objectifs que l'on a par projet à faire sur la semaine suivante. Et on définit également les plannings, les temps de charge de chacun de nos makers. Du coup, et le lundi de la semaine, à la première heure, on présente du coup ses objectifs pour que chacun sache exactement ce sur quoi il doit travailler et dans quel ordre. Et ensuite, tous les jours, pardon, tous les matins, on a un daily qui nous permet de présenter, chacun présente ce qu'il a fait la veille et ce qu'il va faire le jour même. Ça nous permet vraiment de suivre en temps réel l'avancement des projets. Merci, j'ai bu mon café au même moment. Merci. Et effectivement, c'est vrai que la thématique de ce matin, c'est l'amélioration du retour sur investissement. On l'évoquait tout à l'heure, c'est une méthode de calcul, mais pour calculer, il faut aussi avoir des indicateurs, des chiffres. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu utilises des indicateurs clés de performance, des KPI, des KPI sur tes projets pour justement piloter, améliorer et avoir un impact? Oui, bah, du coup, nous, on utilise des barres de progression qui nous permettent de voir sur la vue semaine et également sur la vue globale du projet, donc le backlog, d'avoir. Donc, on a ces barres de progression sur les tâches de la semaine qui nous permettent de voir un peu en temps réel où est-ce qu'on en est des objectifs définis. Et on a une vision aussi plus globale au niveau du backlog où les makers mettent à jour ces tâches de progression, ce qui nous permet de voir vraiment un coup d'œil sur le projet, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a du retard et de pouvoir du coup lever les blocages le plus tôt possible dans le projet. Ok, top. Et justement, pour piloter ces KPI ou même piloter un projet, enfin, améliorer le retour sur investissement, est-ce que tu utilises des outils aujourd'hui au quotidien qui t'aident et qui t'aident à gérer efficacement? Nous, du coup, on utilise, en interne, on utilise Coda, concurrent de Notion, pour ceux qui connaissent. C'est un outil, une application de gestion de projet qui nous permet de centraliser toute la vie d'un client, que ce soit de l'avant-vente jusqu'à la livraison. Et nous, ça nous permet, donc c'est des documents qui sont partagés avec toute l'équipe. Donc dès que je fais une notification, tout le monde peut la voir. Et cet outil nous permet également de créer des pages dédiées pour les clients afin de leur partager toutes les informations dont ils vont avoir besoin, par exemple tout ce qui va être la documentation fonctionnelle, ils vont la retrouver dans leur espace à eux. Ouais, effectivement, et en fait, on le voit sur les outils comme ça de pilotage de projet ou de suivi de manière globale. On en a quand même souvent qui ressortent du lot. Donc là, tu parlais de Notion qui a pris une grosse place en quelques années. On en a plein d'autres. Il y a Monday, Trello, qui sont connus. Souvent, c'est un peu une guerre des outils, donc qui préfère lequel, etc. Et ça, c'est parfois lié aussi aux méthodologies. Aujourd'hui, toi, sur quelle méthodologie sur quelle méthodologie on travaille chez Tousmart? Est-ce que tu as eu l'expérience de faire? Est-ce que tu as des manières de piloter un projet qui ressortent et qui permettent, toi, d'améliorer aussi le ROI d'un sujet? Nous, du coup, on essaye au maximum de travailler en agilité. C'est une méthodologie que j'aime tout particulièrement pour avoir expérimenté pendant plusieurs années le cycle en V où on a le besoin client et 6 mois après, on livre un projet
qui n'est plus du tout conforme aux besoins du client, puisque une société vit et en 6 mois, il a eu le temps de se passer plein de choses. Du coup, nous, on essaie de travailler plutôt en agilité et avec un lien permanent avec le client pour justement échanger en continu sur son besoin et être toujours sur un besoin qui est actuel lorsque l'on délivre l'application. Et ce qui est intéressant aussi avec ces méthodologies, c'est quand on travaille avec, nous on travaille avec de l'IT, avec du métier, et parfois on a des gens en face qui n'ont pas l'habitude de ces méthodologies et qui s'en inspirent. C'est ce que moi j'ai pu croiser aussi il y a quelques années, où en fait, au-delà du projet digital, on a formé sur nos outils, nos méthodes pour que eux puissent derrière piloter des projets qui sont des projets de construction, qui n'ont rien à voir, mais qui les inspiraient en termes de méthodes et d'outils. Et ça, en fait, ça se fait aussi beaucoup par de la co-construction avec les clients, de l'échange et vraiment une notion de partenariat qui est assez forte pour nous. Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu impliques tes clients dans un projet, dans une collaboration un peu plus large? Comme tu le disais, nous, on essaie d'impliquer au maximum le client, puisque c'est le cœur du projet, c'est lui qui connaît son besoin, qui a sa vision, qui sait comment fonctionnent les équipes en interne. Du coup, nous, c'est vraiment le client qu'on met au cœur du projet. Et on organise du coup chaque semaine un point hebdomadaire d'1 heure avec lui pour, de un, nous présenter l'état d'avancement du projet. Comme ça, on reste transparent de là où on en est, de ce qu'il nous reste à faire, quels sont les blocages s'il y en a, et de pouvoir présenter les nouvelles fonctionnalités et d'avoir les retours en direct sur ces besoins-là et de pouvoir anticiper les futures fonctionnalités qui vont arriver, lui représenter le besoin qui est initial et qu'on en discute, qu'on voit est-ce que ce besoin a évolué et bien spécifier en amont. Comme ça, lorsqu'on lance, on a la vision du client lorsqu'on lance les développements. Ok, top. Et moi, sur les sujets que j'ai pu traiter avec des clients, des partenaires, j'ai rencontré souvent des cas où il fallait s'adapter aux personnes en face, puisque nous, on travaille dans le digital, on a l'habitude des outils, des méthodes, des retours d'expérience. Et parfois, aujourd'hui, avec TooSmart, par exemple, on travaille pas mal avec des boîtes qui sont dans l'industrie ou BTP et qui n'ont pas cette culture de la transformation digitale. C'est vraiment les projets qu'on gère ensemble sont souvent leurs premiers sujets digitaux. Toi, est-ce que tu as des retours à nous faire sur justement l'adaptation du discours, comment est-ce qu'on fait en sorte de se comprendre et d'adapter en fait son discours à la maturité du client en face sur le digital, et puisque ça forcément c'est un critère de réussite sur un projet, puisque si on ne comprend pas, le retour sur investissement est compliqué à avoir. Oui, bien sûr, on arrive à identifier assez vite la maturité digitale d'un client. Par exemple, notamment quand on remplace un process papier par une application et on sait qu'on va mettre une tablette dans les mains d'un utilisateur qui n'en a pas l'habitude. C'est quelque chose qu'on prend en compte dans toute la vision UX que l'on va avoir de l'application en mettant en place des visuels qui soient assez simples, donc avec un code couleur qui soit simple, avec des boutons, avec des naming, avec des noms qui soient le plus. L'application sera simple et l'utilisateur n'aura pas à se poser les questions de à quoi ça sert. Et on va ajouter par exemple des légendes qui vont lui permettre, si jamais il a un oubli, de pouvoir voir à quoi ça correspond. Et l'idée, c'est de lui mettre dans les mains le plus rapidement possible lors du projet l'application pour qu'il puisse la tester tout au long du projet et nous dire ah ça c'est peut-être un peu compliqué, ça serait à retravailler, peut-être mettre ce naming là, mettre peut-être ces couleurs là.
L'idée, c'est déjà d'avoir un discours lorsqu'on discute lors des points d'eau, d'utiliser des mots simples, ne pas aller dans de la technique et essayer d'expliquer le projet le plus simplement possible et avoir une application qui soit le plus simple possible en termes d'expérience. Et le troisième point, c'est que l'utilisateur teste plus tôt pour voir si on a la bonne logique dans l'application. Ouais, c'est aussi le but de notre méthode de process expérience, de coller au mieux à l'usage pour justement faire en sorte que les utilisateurs en fait s'approprient l'application rapidement. Parce que ça, c'est aussi un facteur clé dans un projet, c'est l'application qui ne correspond pas à l'usage. On parlait de cycle en V tout à l'heure, ça peut être un gros point de blocage et donc en fait faire un échec projet qui rentrera dans les 66% qu'on voyait en info. Et du coup, là, on effleure un peu des erreurs à ne pas commettre. Est-ce que toi, tu as des exemples de sujets qu'il faut absolument écarter dans un projet, justement, parce que dit retour sur investissement dit ne pas faire d'erreur, on peut. Et donc, est-ce que tu as des retours à nous faire sur des expériences que tu as pu avoir? Oui, je pense qu'il y a 3 grandes erreurs qui sont à ne pas commettre pour être sûr de caler toujours au besoin. La première, c'est la supposition. Il faut toujours être sûr du besoin du client. On ne peut pas supposer que. On doit toujours être sûr pour nous ne pas perdre aussi du temps de développement. La non-communication avec un client, comme on l'a dit précédemment, le client, c'est vraiment le cœur du projet et échanger. Un projet, c'est de la co-construction à faire avec le client. Donc, c'est hyper important qu'on échange de façon très récurrente durant toute la vie du projet, justement pour anticiper des évolutions, pas des évolutions, mais des changements de besoins ou des adaptations, en tout cas, de process en cours de projet. Et également la précipitation. Ne pas se précipiter, et du coup, il faut mieux attendre et être sûr de ce qu'on va faire plutôt que de se lancer, de faire quelque chose qu'on va défaire et où on va mettre au final 2 fois plus de temps et du coup 2 fois plus d'argent dans cette partie-là. C'est quelque chose qu'on voit souvent en fait quand on parlait de maturité digitale tout à l'heure, les personnes qui utilisent le fameux Yaka Faucon et on se rend compte que ce que tu dis c'est pas mal, c'est que il faut éviter de se précipiter parce que en fait si visuellement sur une appli ou même un site internet sur un projet digital on a une petite modification, en fait, techniquement, derrière, ça peut aussi avoir de forts impacts. Et donc, c'est ce qui peut mener à une perte de temps et donc de retour, en fait, sur investissement. Et ça, c'est assez fort sur les projets digitaux. C'est justement la force du product manager de piloter tout ça. Et aujourd'hui, chez TooSmart, tu pilotes plusieurs projets. Tu as plusieurs clients. Est-ce que tu as un projet dont tu voudrais parler aujourd'hui qui peut être un retour un peu sympa par rapport à notre politique? Oui, je pense à un client et un projet que j'affectionne tout particulièrement, notamment parce que c'est mon premier projet que j'ai réalisé chez TooSmart, qui est le projet Soliterme, qui est une entreprise qui crée des pierres tombales en kit. Et pour eux, on a réalisé donc une application qui permet justement de remplacer tout ce qui est process papier par une application qui permet de digitaliser tout le process de production, ce qui va leur permettre d'avoir une vision globale de tout leur pipe de commandes, savoir où en sont les commandes, et d'avoir justement des KPI sur combien de monuments funéraires et de pierres ils produisent par semaine, par an. L'idée, c'était qu'ils puissent du coup récupérer de la data et qu'ils puissent aussi digitaliser tout ce process-là. Et effectivement, c'est
C'est des sujets qui sont intéressants parce que dans ces problématiques de transformation digitale, on travaille, nous, parfois, avec des entreprises qui, comme je le disais tout à l'heure, qui démarrent sur ce projet-là. Et donc, en fait, cette notion de captation de données permet de s'améliorer, en fait, derrière. Et dans le cadre de Soditarn, par exemple, une problématique de production aussi, c'est que transporter des pierres, c'est compliqué, c'est lourd, il faut pouvoir optimiser. Et donc là, en termes de retour, ça permet aussi d'améliorer en fait la production. Et donc, le retour sur investissement, il se fait clairement là-dessus aussi. Et on améliore les opérations de manière un peu plus générale sur tous nos projets. On améliore les opérations, ce qui permet en fait, de réduire les coûts et donc de gagner financièrement et d'avoir un impact. Et du coup, sur Soditarn, sur d'autres projets sur lesquels tu travailles, on utilise des technos différentes à chaque fois, puisqu'on est agnostique, nous, on vient vraiment mettre la techno qui correspond à l'usage. Est-ce que toi, tu as une techno qui ressort plutôt en coup de cœur, pas forcément, qui colle pas forcément à tous les projets, mais en tout cas une techno qui te plaît et sur laquelle tu aimes bien bosser? Ouais, moi j'aime beaucoup Eteco, donc qui est un outil no-code, low-code qui a un socle, qui a une base de modules qui est assez importante. Mais on a la main sur le code, donc ça nous permet quand même de pouvoir personnaliser et coller bien au process de nos clients. Et ce qui nous plaît tout particulièrement, c'est que nous, Pierre, on a aussi pas mal la main pour faire des choses en autonomie. Donc ça nous permet de pouvoir traiter certains retours et de pouvoir bien comprendre, enfin, de mettre nous aussi les mains dans l'outil et de bien comprendre comment il fonctionne, ce qui permet de nous permettre d'avoir une meilleure vision pour guider le client et l'accompagner lors de nos différents échanges. Okay. Et on en profite pour faire un petit coucou à l'équipe Eteco, avec qui on travaille pas mal. Et effectivement, c'est vrai que quand on travaille comme ça sur des outils, être en lien direct avec l'éditeur, ça nous permet aussi de rassurer le client final, puisque forcément, on maîtrise bien et on a la main sur le code et on a plus de flexibilité dans le projet. Et c'est toujours un gain sur le global. On évite une erreur et donc on augmente notre retour sur investissement in fine. Peut-être qu'on pourrait finir avec un peu de légèreté. Je sais que tu aimes bien noter des petites punchlines ou des moments de vie au bureau. Est-ce que tu as un petit truc que tu aimerais partager? Une petite perle. Une petite perle. Oui, j'ai eu une perle d'un collègue qui était en réunion avec une cliente. Ils enregistraient le NIP enfin, nous, on aime bien enregistrer les NIP parce que ça nous permet de les regarder et de pouvoir bien comprendre le besoin et de pouvoir partager aussi avec l'équipe. Et il pensait il pensait avoir raccroché, mais en fait, il avait juste arrêté l'enregistrement. Et il a dit que la cliente était très mignonne et était toujours dans le NIP. Donc ça lui a fait plaisir. Et donc, du coup, ça crée un petit lien en plus. C'est pas mal, c'est marrant. Et je pense que la personne concernée se reconnaîtra. Se reconnaîtra et le client aussi. Super. Bon, merci pour ce partage de retour d'expérience. Et on aime bien, nous ouvrir un peu sur ces thématiques-là, le partager avec nos clients. Pour les personnes qui regarderont le replay, si vous avez des sujets que vous voulez nous soumettre, c'est avec grand plaisir, puisqu'on les prend plutôt sur les demandes des clients habituellement, mais on est toujours ouvert à discuter, à partager des retours d'expérience. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi. Et puis à bientôt. Tout smart.